Okay. Bonjour à toutes et à tous. C'est avec un grand plaisir que j'ouvre cette matinale qui est consacrée à la délimitation des marchés pertinents suite à la communication de la Commission européenne qui a été publiée en février dernier. Je suis vraiment ravie d'abord d'introduire cette matinale. Vous verrez que c'est la suite des ateliers de la DGCCRF. Nous avons un petit peu retravaillé le format. Nous souhaitions que ça soit une formule exclusivement en visioconférence. Et l'idée, c'est que vous puissiez poser vos questions en direct sur LinkedIn. Vous pourrez visionner cette matinale en replay et puis on aura également une synthèse qui sera publiée, et là c'est aussi un peu nouveau pour enrichir notre bibliothèque de publications. Je voudrais également remercier très vivement pour leur implication dans l'organisation et la préparation de cette matinale Madame Lorraine Donadieu de Vabre-Tranier, qui est avocate associée au sein du cabinet Tactics, Monsieur Étienne Pfister, ancien chef du service économique à l'autorité de la concurrence et aujourd'hui partenaire au sein du cabinet RBB Economics, et Gauthier Duflot qui va nous aider à animer les débats. Je remercie également vivement des intervenants, Monsieur Niccolò Ciuli, conseiller en relations commerciales au sein d'Eurocommerce, et Jérôme Vidal, chef du service des concentrations à l'autorité de la concurrence. Le programme de cette matinée vise à appréhender toute la richesse des questions que soulève le sujet de la délimitation des marchés pertinents suite à cette communication de la communication européenne. L'idée, c'est de pouvoir cerner les contours de cette notion qui est vraiment cardinale en droit de la concurrence. Et on sait que c'est vraiment un exercice fondamental. En fait, c'est un peu, je dirais, le premier exercice à faire quand on parle de droit des concentrations ou de droit des pratiques anticoncurrentielles. C'est vraiment le prérequis qui est indispensable dans cette matière parce qu'il permet de poser le cadre. On sait que retenir le marché pertinent au niveau des produits, des services et au niveau géographique, c'est ce qui permet de calculer la part de marché des entreprises, de déterminer le pouvoir de marché et de pouvoir justement déterminer comment positionner l'entreprise. C'est une notion qui est relativement bien cadrée, mais qui donne quand même l'objet de débats qui sont assez intenses en matière de doctrine et de jurisprudence, notamment avec des critiques qui avaient pu être faites, qui étaient sur le focus qui pouvait être fait sur le paramètre du prix, qui était assez exclusif jusqu'ici. Donc, l'objectif de cette matinale, c'est de revenir sur les enjeux de cette notion de marché pertinent, de présenter un peu les différents mécanismes, les outils, et surtout d'identifier quel pourra être l'impact de cette communication de la Commission européenne et voir quelles problématiques elle pose. Je voudrais revenir juste pour cette introduction sur un peu les enjeux de cette notion de marché pertinent en introduction. On sait que selon que cette délimitation du marché pertinente sera plus ou moins large en termes de produits, de marché géographique, l'entreprise va se retrouver en position dominante. Lorsqu'elle est en position dominante, elle est tenue de ne pas porter atteinte par son comportement à la concurrence effective et non faussée sur le marché concerné, ce qui peut être un sujet qui est notamment regardé au moment où une entreprise veut faire des opérations de croissance externe. Donc c'est un point qui cristallise aussi beaucoup d'échanges lorsqu'il y a du contentieux, notamment lorsqu'on échange sur la qualification d'abus de position dominante. Donc c'est vrai que le premier domaine sur lequel cette notion est souvent regardée, c'est en matière de droit des concentrations. Cette analyse, elle peut conduire à retirer ou à interdire des projets de regroupement, donc c'est quand même particulièrement structurant. On peut notamment les analyses qui ont été faites, on voit dans certains dossiers, si on prend le cas Siemens-Alstom, l'analyse qui peut être faite du champ géographique peut être importante. On voit également que sur la définition du marché de services, là aussi la façon dont on appréciera le marché peut être différent. On sait que sur le cas TF1 M6, il avait été fait le choix de dire que la télévision était un média à part et donc c'était vraiment un prisme d'analyse qui avait été retenu. Mais on voit également que les autorités et les juges peuvent être amenés à tenir compte des évolutions, notamment économiques, notamment le volet de la transition numérique, puisque dans l'affaire Fnac Darty, il y avait une analyse en fait pour tenir compte des ventes réalisées en ligne et pas uniquement des ventes réalisées en magasin, donc tenir compte du commerce électronique.
En droit des pratiques anticoncurrentielles, là aussi, ces enjeux de délimitation des marchés sont cruciaux, puisque c'est là aussi la première pierre pour déterminer un constat d'infraction pour abus de position dominante. On voit là aussi que l'émergence des nouvelles solutions numériques est amenée à faire évoluer, en fait, en tout cas pose question dans des cas très concrets. C'est le cas notamment sur l'affaire qui a opposé le concepteur de jeux vidéo Epic Games à Apple, puisque pour Epic Games, le marché pertinent, c'était la distribution de jeux vidéo via iOS. Pour Apple, c'était la distribution de jeux vidéo. Et finalement, la solution qui a été dégagée par le juge était plutôt intermédiaire, en retenant la distribution d'applications de jeux pour téléphone mobile. On voit également que dans certaines situations, les outils traditionnels de la définition de marché, qui sont très liés au prix, ont pu sembler inadaptés aux analyses de marché. C'est le cas notamment dans les marchés qui sont caractérisés par une très forte intensité réglementaire, comme le secteur pharmaceutique. Il y a également eu, on peut citer l'arrêt du tribunal de l'Union européenne sur Servier, où il y avait eu un débat sur justement est-ce que le marché pertinent c'était celui de la molécule du médicament ou est-ce que c'était plus large. Et là, il y avait eu un choix effectivement plus large sur la classe de molécules. Du coup, dans ce contexte-là, la communication de la communication européenne qui est sortie en février était vraiment intéressante puisqu'elle essaye de tenir compte de nouveaux paramètres. En tout cas, elle essaie de tenir compte des évolutions de l'économie, notamment pour prendre en compte les thématiques de l'innovation, de la qualité, de la durabilité, qui sont réaffirmées comme étant des paramètres susceptibles d'être analysés. Vraiment, la volonté de tenir compte aussi des marchés numériques. Là aussi, en termes de technique quantitative, le fait de pouvoir intégrer des éléments qui ne sont pas uniquement liés au prix, mais bien à la qualité en termes de preuves alternatives. Et puis, le fait de pouvoir intégrer également dans l'analyse l'enjeu de l'économie plus globalisée et d'intégration des importations. Néanmoins, cette communication, elle fait aussi l'objet de débats. C'est ça qui est aussi intéressant. Certains ont dit peut-être que ça n'est pas suffisamment précis, ça ouvre peut-être une marge d'interprétation qui est très large. Et donc, est-ce que ça pourrait créer de l'insécurité ? On voit que c'est une communication qui sera sans doute très intéressante en termes de suivi, en termes de pratiques décisionnelles. Et c'est ça qui sera justement très intéressant. Donc, sans plus tarder, je vais laisser la parole à Madame Lorraine Donnedieu de Fabre-Trani et Monsieur Étienne Pfister pour remettre en perspective ces débats et ce sujet. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. La matinale va se dérouler de la façon suivante. Des propos liminaires d'Étienne Pfister et de moi-même dans un premier temps, puis un second temps, une table ronde rentrant dans le vif du sujet sur le processus de définition des marchés, avec la présence de Jérôme Vidal, nouveau chef des concentrations à l'autorité de la concurrence, et de Niccolò Ciulli, donc représentant d'Eurocommerce, et dont nous remercions vivement la présence physique parmi nous aujourd'hui. Pour ma part, je vais commencer ces observations préliminaires en 3 points. Dans quel contexte la communication du 8 février est intervenue ? Deuxième point, l'outil d'évaluation, d'auto-évaluation à destination des entreprises. Et enfin, un focus sur la collecte et l'évaluation des éléments de preuve. Donc, premier point, dans quel contexte la communication du 8 février est intervenue ? Je crois que je ne surprendrai personne, mais c'est important quand même d'y revenir, en disant qu'il y a, à mes yeux, 2 points majeurs. Un contexte dans lequel l'Union européenne a cherché à se doter d'outils complémentaires pour tenir compte des intérêts stratégiques européens, et un contexte, de toute évidence, dans lequel les enjeux concurrence de 97, ceux qui étaient consignés dans la précédente communication, ne sont plus du tout ceux de 2024. On pense tous au développement durable, mais bien sûr avec un focus sur le numérique. Donc, premier point, un contexte dans lequel l'Union européenne a cherché à se doter de nouveaux outils complémentaires de ceux du droit de la concurrence pour tenir compte des intérêts stratégiques européens. Vous vous souvenez sans doute, à la suite de la décision Alstom-Siemens du 6 février 2019, du manifeste franco-allemand pour une politique industrielle européenne adaptée au XXIe siècle.
et dans lequel il était clairement fait état d'un lien entre cette politique industrielle européenne et la modification des règles de concurrence, je cite, pour mieux tenir compte de la concurrence au niveau mondial, de la concurrence potentielle future, du calendrier de développement de la concurrence, et afin, et c'est ça qui est important, de donner à la Commission, je cite encore, plus de flexibilité dans son appréciation des marchés pertinents. Cela permettrait une approche plus dynamique et à long terme de la concurrence à l'échelle mondiale. De la même façon, était proposé dans le rapport à la suite de ce manifeste de l'Inspection générale des finances et du Conseil général de l'économie, était proposé dans ce manifeste sur la politique de concurrence et les intérêts stratégiques de l'Union européenne, je cite, d'intégrer dans l'analyse concurrentielle conduite par la Commission le fait qu'une concentration pouvait faire l'objet de subventions publiques et que c'était une difficulté. Vous savez tous que ça a donné naissance au règlement FSR de 2022 avec son règlement d'application de 2023. Et dans ces règlements, il n'y a pas de lien entre la procédure d'examen des subventions étrangères et la question des marchés pertinents. L'objectif, c'est très clair, c'est de détecter en fait des concentrations qui sont entièrement ou partiellement financées par des subventions étrangères. Cela étant, il y a une décision toute récente d'ouverture d'une phase 2 dans le cadre non pas de la concentration mais du règlement FSR. Ça concerne une acquisition dans le secteur des télécoms par Emirates Telecommunications et c'est tout récent, c'est le 10 juin 2024. Eh bien, cette première décision d'ouverture d'une phase 2 en matière de FSR montre en 5 paragraphes sur la distorsion de concurrence identifiée en lien avec les subventions, des garanties et des prêts, que l'analyse de la phase 2 ne peut pas s'affranchir des questions de délimitation de marché, le dispositif ayant pour objectif de détecter si les subventions sont susceptibles de fausser le marché intérieur, de repérer si ces éventuelles distorsions ne peuvent s'opérer par rapport aux concurrents que sur ce marché, voire sur des marchés connexes. Et donc, il y a effectivement, à l'occasion, et ça va être extrêmement intéressant de voir les conclusions de cette phase 2, qu'en est-il de la prise en compte de la délimitation des marchés dans le cadre d'un examen FSR. Ça, c'est pour des entreprises qui se concentrent et qui sont sous subvention étrangère. Mais qu'en est-il, et c'est une question, et je la pose, de la prise en compte, au titre de la délimitation de marché, de concurrents étrangers qui bénéficient de subventions, pas de concurrents qui se concentrent. Dans un marché, l'identification de concurrents qui bénéficient de subventions, qui ont donc une capacité de bénéficier d'un avantage concurrentiel, je cite, sur le marché des acquisitions, et en toute hypothèse, d'avoir sans doute la possibilité de rentrer sur une nouvelle zone géographique. Il me semble que c'est à ce titre intéressant d'observer ce qui sera décidé. Deuxièmement, un contexte dans lequel les enjeux concurrence ne sont plus les mêmes en 2024 qu'en 1997. Alors je passe rapidement sur la transition écologique. Vous savez que ça figure en tête du traité de l'Union européenne à l'article 3, donc que ça soit intégré dans la délimitation du marché pertinent, ça sonne comme une évidence. Je me concentrerai plus, bien sûr, sur les évolutions significatives qui ont eu lieu dans la numérisation de l'économie. Vous savez que la communication comporte des sections spécifiques qui sont consacrées en fait à l'économie numérique, aux plateformes multifaces, aux produits groupés, donc aux écosystèmes numériques. Dans le rapport que je citais tout à l'heure, il était fait état de la nécessité de faire monter en compétences sur les enjeux numériques la DG Comp en recrutant des spécialistes capables de développer des réflexes de venture capitaliste pour déterminer le caractère potentiellement anticoncurrentiel de pratiques d'acteurs systémiques. Cela étant, le rapport européen sur la politique, sur les enjeux de la politique de concurrence à l'ère numérique, il avait proposé, c'est intéressant de s'en souvenir,
au moment où nous allons rentrer dans le vif du sujet, qu'il soit moins mis l'accent sur la définition des marchés pertinents dans le secteur numérique, dont les frontières évoluent rapidement, plus rapidement que dans des marchés de l'économie traditionnelle dits matures, et de centrer les enquêtes sur la définition des préjudices et l'identification des stratégies anticoncurrentielles. Vous savez que ça a donné naissance à un autre règlement bien connu, le paquet numérique DMA-DSA. Et là encore, a priori, il n'y a pas de lien entre le DMA et le DSA, présentés comme des instruments qui sont distincts mais complémentaires du droit de la concurrence, et les marchés pertinents. Identifier des gatekeepers, c'est la capitalisation boursière, le nombre d'utilisateurs, donc a priori pas de lien. Mais vous savez aussi que la Commission a la possibilité d'identifier elle seule des gatekeepers qui sont donc en dessous des seuils via une enquête de marché sur la base d'une analyse qualitative, ce qui implique une analyse des activités et de la position de marché des entreprises concernées. Et là encore, question, on ne peut pas ne pas penser que le DMA qui implique des contraintes sur les gatekeepers ne peut pas avoir des effets, ces contraintes ne peuvent pas avoir des effets sur la structure et le fonctionnement des marchés et donc potentiellement sur la délimitation des marchés pertinents. Question donc à suivre. Deuxième temps, cette communication, de toute évidence, un outil d'évaluation à destination des entreprises. Alors c'est un outil, on l'a dit, répété, ça a été commenté largement, c'est un outil qui permet d'anticiper les problèmes de concurrence et d'ailleurs au passage de vérifier la conformité des politiques d'entreprise au regard du droit de la concurrence. Il y a au point 5 de la communication, je trouve des points très intéressants parce que je pense qu'ils vont donner naissance à des décisions peut-être plus motivées sur le fond et qui permettront de servir de référence quand bien sûr les marchés n'auront pas évolué entre la décision rendue et la période à laquelle seront examinés les marchés. Vous les voyez à l'écran. Donc, il est fait état d'une évaluation meilleure sur l'étendue des marchés et la probabilité que la Commission relève des problèmes de concurrence dans un cas particulier. Les entreprises, voilà, a priori, devraient être mieux en mesure d'évaluer l'étendue des marchés sur lesquels des opérations ou des pratiques anticoncurrentielles ont lieu. Ils pourront ces entreprises pourront tenir compte de ces facteurs dans leur processus décisionnel interne et elles pourront donc mieux anticiper les types d'informations qui sont jugées nécessaires par les autorités. Tout à l'heure, je crois que dans le cadre du débat, nous aurons l'occasion de revenir sur la phase de pré-notification où finalement les choses se scellent dans une concentration. Et pourtant, au-delà de ces avantages que nous saluons tous, l'auto-évaluation peut rester quand même difficile. D'abord parce qu'il faut se souvenir qu'il y a beaucoup de décisions simplifiées rendues par la Commission européenne. Les chiffres sont quand même édifiants. Vous les voyez à l'écran, ce n'est pas traité dans la communication. Qui dit décision simplifiée ne dit pas motivation, bien sûr, voire dit marché laissé ouvert, qui est une technique qui demeure en fait dans la communication de la Commission. Il est dit aussi que la Commission ne se sent pas liée par les précédents, mais on verra tout à l'heure que, bien sûr, les décisions antérieures rendues sont des marchés quand elles existent. Ce sont les premières à être examinées pour voir comment elles ont statué, sur la base de quels éléments et si elles ont évolué. Le fait que la Commission se réserve une marge d'appréciation très large, et on le verra tout à l'heure dans le cadre de la délimitation des marchés géographiques, est un point de préoccupation. Alors, bien sûr, c'est sans préjudice de l'appréciation des juridictions de l'Union européenne,
Et Madame la directrice générale, vous avez rappelé ce fameux arrêt Servier, qui n'a pas accueilli la position de la Commission sur la délimitation du marché. Il se trouve que pas plus tard qu'hier, nous venons d'apprendre que la Cour de justice est en train de revenir sur la position du tribunal et très précisément sur la question de la délimitation du marché pertinent. On croit comprendre, je n'ai pas eu le temps de lire les termes de l'arrêt, que effectivement le marché de la molécule périndopril, voilà, eh bien est un marché à lui tout seul et qui ne fait pas partie de la classe des autres médicaments, la classe thérapeutique des autres médicaments. Donc cette auto-évaluation, vous l'avez rappelé, Madame la directrice générale, elle est absolument indispensable compte tenu des conséquences qui peuvent être attachées à des désaccords sur une délimitation ou à une délimitation trop stricte ou trop étroite. Je pense qu'il est important de se rappeler les chiffres. Alors, non pas tant les chiffres d'interdiction des opérations que les chiffres de retrait d'opérations. Ceux-là sont comptabilisés, mais il y a aussi toutes les opérations qui ne sont pas prénotifiées ou le dispositif d'auto-évaluation. Alors vous allez dire c'est très positif puisque ça permet effectivement de ne pas consommer des ressources ou de ne pas s'engager dans des discussions avec des vendeurs si effectivement il n'y a pas d'issue. Mais il n'empêche quand même que cette délimitation plus souple appelée des vœux dans la communication est source, je l'espère, d'espoir et à l'avenir d'un nombre de retraits d'opérations inférieur à celui aujourd'hui constaté, qui est quand même significatif. On parle au niveau communautaire d'environ une douzaine de retraits par an, ce qui est quand même très important. Alors, en France, nous avons deux exemples récents où il y a un lien établi par l'autorité de la concurrence elle-même entre la délimitation du marché et le retrait de l'opération. Vous avez cité l'opération TF1 M6, donc avec un communiqué de l'autorité du 16 septembre 2022 qui établit clairement que voilà, il y a eu un désaccord en dépit d'une analyse extrêmement approfondie, tous azimuts si j'ose dire. Il y a eu un désaccord sur la délimitation du marché. C'était en phase 2. On y reviendra, je crois. Et donc, l'opération a été retirée. Je fais allusion aussi au rachat de Smartbox par Wonderbox. C'est un communiqué de l'autorité du 2 mai 2023. En phase 2, même chose. Il y a eu un désaccord sur le marché biface des titres de cadeaux au terme d'une analyse très approfondie. Et donc, voilà, même chose quant au sort de cette opération. Alors, avant de faire un focus sur la collecte et l'évaluation des preuves, juste un petit point pour signaler qu'il y a un premier cas d'application de la communication. C'est dans l'affaire Ashko-Trimble du 25 mars 2024. Et le point qui a fait l'objet de cette décision, c'était de savoir si la combinaison de produits liés constitue un marché distinct de ceux-ci pris isolément. Alors, c'est une nouveauté et pas une nouveauté. C'est une nouveauté parce que c'est inscrit dans la communication, ce qui n'était pas le cas avant. Ce n'est pas une nouveauté puisque il y a référence à des décisions jurisprudentielles sur ce sujet, mais c'est à noter quand même. Troisième point, donc un focus sur la collecte et l'évaluation des éléments de preuve. Donc, les principes, nous les connaissons. Pas de hiérarchie rigide. Il y a une approche ouverte des éléments empiriques, des différentes sources d'informations ou des différents types de preuves. Cela étant, si vous avez lu la communication, vous verrez qu'il est quand même inscrit que la multiplicité des sources d'information est un point crucial pour pouvoir apprécier la délimitation des marchés. Donc pas de hiérarchie rigide, mais le mais, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure,
c'est que c'est une délimitation, encore aujourd'hui, qui repose quasi systématiquement sur les décisions antérieures, sauf dans de rares hypothèses, quand il y a des phases 2, évidemment, puisque s'il y a une phase 2, c'est qu'a priori, les décisions antérieures ne sont pas suffisantes pour pouvoir se prononcer. Et là, je crois qu'on en parlera tout à l'heure dans la table ronde, eh bien, quand il y a un problème de délimitation de marché au regard de la pratique antérieure en phase 1, soyons clairs, c'est pas possible de revenir dessus. Alors peut-être que les choses vont évoluer, mais en tout cas, dans ce que nous avons vécu, c'est pas possible de revenir dessus. Et en plus, parfois, on demande aux partis, souvent aux partis, de faire des investigations sur l'ensemble des segments d'un marché déjà balisé, même si, au bout de l'histoire, on va laisser la question ouverte, comme la Commission le réaffirme. Alors, ces principes qui figurent dans la communication sont la fiabilité des informations, fiabilité, multiplicité, et notamment compte tenu de l'origine et de la date, comme nous allons le voir. Il y a une condition préalable, et elle est importante à rappeler. Alors, elle ne figure pas dans la communication de la Commission qui est sur la délimitation des marchés, mais ça mériterait sans doute de rentrer dans les règlements ou les lignes directrices, en l'occurrence des concentrations. La condition préalable, c'est qu'il y ait une discussion contradictoire sur l'ensemble des données relatives à la délimitation de marché. Pourquoi ? Parce que, on le sait, ça a un impact sur les droits de la défense, sur le respect du contradictoire, et à terme, Madame la Directrice Générale, vous l'avez plusieurs fois déjà dit, écrit, sur la légalité de la décision. Donc, c'est important. Alors, nous avons un exemple français, qui est donc l'arrêt du 30 novembre 2003 de la Cour d'appel de Paris. C'était dans une procédure de révision d'engagement à la demande de l'entreprise qui était soumise à ces engagements. C'est vous dire que le sujet de la délimitation des marchés était important. Et la Cour d'appel a constaté que eh bien, la décision de l'autorité de la concurrence avait retenu des données postérieurement au rapport d'instruction, postérieurement à la séance devant l'autorité. Je ne rentre pas dans le détail, je vous renvoie à la lecture de cet arrêt, qui avait modifié le périmètre sur lequel s'exerçait la concurrence entre entreprises sans avoir invité l'entreprise à s'expliquer. Donc, la première des règles, c'est donc, vous l'avez compris, ce débat contradictoire. Alors, revenons rapidement et pour finir sur l'origine des preuves et la date des preuves. L'origine des preuves, il y en a quand même 9 pages dans la communication. C'est dire l'intérêt porté par la Commission à ces différentes catégories de preuves. Alors, vous les connaissez tous. Ce qui est intéressant, ce n'est pas de savoir qu'elles existent, c'est de savoir ce que la Commission dit de chacune de ces catégories de preuves, celles que les entreprises doivent fournir. Alors, je passe rapidement sur les documents qui sont publics ou qui proviennent d'autorités publiques ou d'autorités sectorielles ou à la Commission des autres directions générales qui ont évidemment une force probante, nous dit la Commission, extrêmement élevée. Je m'arrêterai un tout petit peu plus sur les documents internes des entreprises. La Commission nous dit: j'attache de l'importance à ceux qui ont été établis dans le cadre normal des activités, à l'inverse des documents qui sont établis en vue de l'enquête de la Commission ou pendant celle-ci, car ils peuvent mieux refléter la manière dont ces entreprises considèrent le ou les marchés. Cela étant, nous savons tous que la vision du marché par une entreprise, je suis sur un marché mondial, je rencontre des concurrents qui, eux aussi, sont sur un marché mondial, ne signifie pas forcément pour autant que le marché géographique tel que délimité peut être mondial. Donc, il faut
faire la part des choses entre ces documents qui sont appelés de leur vœu par la Commission européenne et effectivement la réalité d'une délimitation, par exemple, géographique du marché. Alors, voilà, les documents internes des entreprises, il y a les études des experts qui sont commandées par les entreprises, les enquêtes qui sont demandées auprès des clients avec la technique de l'utilisation de sondages par des instituts de sondage et toujours avec pas de biais, indépendance, fiabilité. Voilà le maître mot sur le sujet. Je voudrais simplement au passage vous rappeler que dans le formulaire concentration, au point 5.4, la liste des documents qui sont susceptibles d'être communiqués ou qui sont communicables à la Commission européenne, vous la voyez à l'écran, elle est extrêmement vaste. Et donc, qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie que donc il faut mieux anticiper nécessairement l'opération à venir, être vigilant, intégrer ce qui est dit dans la communication quand on se prépare à une opération de concentration d'envergure susceptible de poser des problèmes en termes de délimitation de marché. Vous voyez la dimension temporelle, analyse, rapport, étude, enquête, tout document comparable des 2 dernières années, documents qui donc sont soumis au conseil d'administration, à l'organe de direction, à l'organe de surveillance, etc. Donc vous voyez la profondeur des documents qui sont susceptibles de nourrir la question de la délimitation de marché. Troisième catégorie, les documents provenant des acteurs du marché. Voilà, y compris quand il y a des intérêts conflictuels. Et donc, un petit mot, bien sûr, sur les market tests. Les opérations que j'ai citées tout à l'heure ont donné naissance à une analyse extrêmement approfondie de l'ensemble de la filière. Dans le cas Wunderbox, au-delà donc des opérateurs de la filière amont, aval, etc., il y a eu un test de marché auprès de 18 000 acteurs. Bon. Et moi, j'ai une question que je pose et qui est ouverte, le cas échéant, c'est de savoir quelle est la valeur exacte accordée par la Commission européenne, par les régulateurs aux tests de marché, parce que dans la pratique, les résultats de ces tests de marché nous sont opposés. Alors vous allez me dire que quand il y a un test de marché auprès de 18 000 acteurs, probablement qu'il y a un caractère significatif. Et d'un autre côté, on sent aussi dans la communication que voilà, les tests de marché ne sont pas l'alpha et l'oméga de la délimitation du marché. Voilà, même si ceux qui sont concernés par les demandes de renseignement sont tenus de répondre, sont obligés de répondre sous peine d'amende. Voilà. Seule chose, c'est qu'il y a un délai parfois qui est incompatible avec une réponse circonstanciée et surtout documentée, parce que c'est là évidemment où le bas blesse. Dernière catégorie documentaire, les études ad hoc, les experts et les consultants indépendants. Alors des études sur toujours cette idée de poids, c'est-à-dire de caractère significatif de l'échantillon, l'absence de biais bien sûr. D'autres types de rapports, des statistiques, des analyses économiques réalisées par des consultants externes. Donc, dans l'appellation consultant externe, on imagine que ce ne sont pas les experts des parties. Voilà, enfin, des éléments qui sont donc présentés par la Commission comme étant clés dans l'analyse de délimitation du marché. Et enfin, et pour finir, il est inscrit, c'est au point 83, la faculté pour la Commission d'organiser des visites informelles ou des inspections formelles, vous voyez. Alors en termes de timing, je ne sais pas ce que ça donne, mais c'est quand même suffisamment clair pour qu'on y attache de l'importance. Des visites informelles ou des inspections formelles dans les locaux de l'entreprise, de leurs clients, de leurs concurrents, afin, je cite, d'obtenir des éclaircissements sur le processus de fabrication ou de fourniture des produits considérés, donc des enquêtes sur la délimitation matérielle des marchés. Personnellement, je n'en ai pas vécu.
Je ne sais pas s'il en a existé, mais le fait est, c'est que c'est présenté par la Commission comme étant un élément important. Voilà ce qui était sur les différentes catégories de documents. La date de ces documents, la Commission dit que c'est du bon sens, bien sûr, mais c'est rappelé qu'ils ont une valeur probante plus élevée si ils n'ont pas été influencés par l'enquête de la Commission et qu'ils sont donc antérieurs. Alors, moi, l'interrogation que j'ai est la suivante, c'est qu'on dit ça d'un côté et de l'autre, on demande des éléments récents. Donc, quelle est la période non suspecte dans laquelle il est possible de produire à la Commission des éléments de preuve qui soient retenus par elle. Et il est fait un point, et j'en terminerai par là, sur les documents s'agissant des analyses prospectives. Et il est fait état de la difficulté à avoir parfois des éléments sur une substitution passée. En revanche, je cite encore les documents internes de ceux qui font l'opération dans le cadre normal de leurs activités, les rapports indépendants du secteur comportant, je cite, des projections solides peuvent être particulièrement pertinents. Alors, en termes de projections solides, et c'est par là que je terminerai, ça a été un élément clé, vous le savez, de la décision Alstom-Siemens, où on a considéré qu'au-delà de 2 ans, il n'y avait pas de projection solide sur l'évolution du marché. L'histoire n'a pas donné raison aux parties notifiantes, puisque aujourd'hui, le marché, manifestement, ne présente pas, en tout cas de façon significative, une présence de ces acteurs chinois qui auraient pu ouvrir géographiquement le marché. Mais bon, voilà. Je cède la parole sans plus tarder à mon co-animateur, Étienne Pfister, et je vous remercie. Merci pour cet éclairage très intéressant, cet éclairage juridique. Alors, Étienne, maintenant, va nous donner un éclairage peut-être plus économique en matière d'analyse et de délimitation des marchés. Étienne, je te laisse la parole. Merci, et merci à la DGCRF de me donner l'opportunité de m'exprimer sur cette thématique du marché pertinent. Je vais essayer, dans le temps qui m'est imparti, de parler de 3 thèmes. D'abord, le rôle du marché pertinent dans la régulation de la concurrence. Deuxièmement, quelques principes de délimitation des marchés pertinents. Et puis troisièmement, on va aborder assez rapidement sans doute comment ça se passe en pratique et on développera ça certainement pendant la table ronde. Alors, le rôle du marché pertinent, droit de la concurrence, Lorraine en a déjà un petit peu parlé, Sarah également. On a tous en tête des projets de concentration qui ont été avortés ou interdit à cause de délimitation de marché pertinent. On a en tête évidemment le projet de concentration de TF1 et M6 qui a été interdit notamment parce que sur le marché de la publicité télévisuelle, TF1 et M6 représentaient un poids beaucoup trop important. Évidemment, il y a derrière une question qui est mais est-ce que TF1 et M6 ne sont pas en concurrence avec d'autres supports publicitaires? Et on a beaucoup parlé de la publicité sur Internet que proposent Google ou Facebook et Instagram. Donc là également, question de marché pertinent très importante. Est-ce que TF1 était en concurrence avec ces opérateurs ou non? Et l'autorité de la concurrence a jugé, d'après le communiqué de presse, que non. Deuxième point, le rachat d'un hypermarché Casino par l'enseigne Leclerc. Première interdiction, décision d'interdiction de l'autorité de la concurrence, qui, là aussi, se fonde en partie sur une délimitation de marché pertinent, puisque l'autorité de la concurrence a jugé que le marché pertinent, sur lequel étaient présents Leclerc et Casino, ne comprenait que les hypermarchés. Et Leclerc et Casino avaient alors un poids très important sur le marché, puisqu'il n'y avait qu'une seule enseigne qui était présente, c'était Carrefour. Et donc, on aurait eu un passage de 3 à 2 acteurs. L'autorité de la concurrence a jugé que c'était prendre un risque trop élevé sur la concurrence, notamment parce que tous les supermarchés qui étaient également dans la zone ne feraient pas concurrence aux hypermarchés. Donc là aussi, une décision où le marché pertinent était essentiel. On a également
des décisions de sanctions dans lesquelles le marché pertinent est essentiel. Décisions de sanctions contre Google qui s'appuient sur la position dominante de Google sur le marché pertinent des annonces liées aux recherches. Effectivement, Google étant le principal moteur de recherche, il a une position très forte sur ce marché-là. Mais est-ce que Google ne subit pas la concurrence d'autres supports publicitaires ? À nouveau, l'autorité de la concurrence, sur la base des définitions de marché pertinent, a jugé que non, il n'y avait pas de concurrence entre, par exemple, Facebook, Instagram et Google. J'ai beaucoup parlé de marché pertinent de produits. On peut avoir également des questions sur les marchés pertinents géographiques. Alors, vous avez là une représentation très schématique d'un marché géographique local. C'est une ville quelconque en France. Et vous avez un point jaune au milieu de la carte qui est un supermarché. La question qui va se poser, c'est que j'ai également un petit peu plus loin un triangle rouge qui désigne un hypermarché. Je sais qu'en principe, les hypermarchés concurrencent les supermarchés. La question, c'est si l'hypermarché est éloigné du supermarché, est-ce qu'il concurrence toujours le supermarché malgré la distance qui les sépare ? Et donc là aussi, vous avez des définitions de marché pertinent géographique qui sont retenues, généralement de 30 minutes dans le cas d'un hypermarché. Alors, on parle beaucoup des cas dans lesquels le marché pertinent a été important, et vu la complexité de la définition d'un marché pertinent, cela pourrait inquiéter un petit peu. En réalité, il y a également beaucoup de décisions dans lesquelles le marché pertinent ne joue quasiment aucun rôle. Vous avez ici les décisions de sanction de l'autorité de la concurrence en 2022. Il y en a 13. Vous avez tout à droite à chaque fois le montant des sanctions. Et j'encadre en vert les restrictions de concurrence par objet. Ce sont les restrictions de concurrence pour lesquelles la part de marché de l'entreprise qui est condamnée ne joue quasiment aucun rôle. Et donc la définition du marché pertinent ne joue, elle non plus, aucun rôle. Et c'est plus de la moitié des décisions. En rouge, vous avez les décisions d'abus de position dominante. Alors là, on pourrait se dire, le marché pertinent va jouer un rôle, puisque pour être dominant, il faut en général une part de marché très élevée, donc il faut que le marché pertinent donne lieu à cette part de marché très élevée. Mais quand on regarde ces décisions, on s'aperçoit qu'en réalité, il n'y a que très très peu de discussions sur le marché pertinent dans ces décisions. Pourquoi ? Parce que la définition sur le marché pertinent semblait faire sens et être assez peu contestée par les parties. Donc il y a des cas où le marché pertinent va être important, mais sur lesquels les autorités et les parties peuvent tomber relativement vite d'accord. Même en concentration, le marché pertinent n'est pas l'alpha et l'oméga d'un cas. Et je prendrai pour exemple la décision Se Loger Logikimo, que nous connaissons bien avec Jérôme, dans lequel vous aviez Se Loger, qui est une plateforme d'annonces immobilières en ligne, qui voulait racheter Logikimo, une plateforme d'annonces immobilières en ligne concurrente. Vous avez d'autres plateformes immobilières en ligne, la principale et de loin étant Le Bon Coin. Vous en avez plusieurs autres, mais elles sont beaucoup plus petites. Donc là, potentiellement, on pourrait se dire ça va être assez inquiétant. On pouvait s'interroger, et l'autorité l'a fait d'ailleurs, on pouvait s'interroger sur mais est-ce qu'il n'y a pas d'autres concurrents que les plateformes immobilières en ligne à Se Loger et Logikimo ? Par exemple, est-ce que Se Loger et Logikimo ne sont pas en concurrence avec les journaux qui publient beaucoup d'annonces immobilières, y compris sur leur site en ligne ? Est-ce que Se Loger et Logikimo ne sont pas également en concurrence avec les agences immobilières qui publient également leurs propres annonces ? L'autorité de la concurrence a estimé assez rapidement qu'en réalité, non, il n'y avait pas de concurrence entre les plateformes immobilières en ligne et ces opérateurs. Donc le marché était restreint en réalité à 3 acteurs. Et pourtant, l'autorité a autorisé l'opération. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, elle a jugé que si Logikimo augmentait ses prix, la plupart des agences clients de Logikimo n'iraient pas vers Se Loger, mais iraient plutôt vers Le Bon Coin. Et de même, si Se Loger augmente ses prix, la plupart des agences immobilières n'iraient pas vers Logikimo, elles iraient plutôt vers Le Bon Coin.
Donc, Se Loger et Logikimo n'étaient pas des concurrents très très forts l'un de l'autre. Donc, s'ils fusionnent, ça n'a pas beaucoup d'impact. D'accord ? Donc, le marché pertinent n'est pas toujours aussi essentiel à un cas, même lorsque potentiellement les parts de marché sont élevées. Voilà sur le rôle du marché pertinent. Et j'aimerais maintenant aborder le principe de délimitation des marchés pertinents, notamment sur la base de la communication. Alors, on va essayer de voir cela avec un petit exemple très très simple, volontairement très très simple parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, où l'on va envisager que Coca-Cola et Pepsi-Cola souhaitent fusionner. Alors évidemment, la question, le point de départ de l'analyse, ça pourra être le marché des sodas à base de cola. Et donc, à côté de Pepsi-Cola et de Coca-Cola, vous allez trouver des acteurs, il faut bien le dire, plutôt petits, comme par exemple Brace Cola, et puis des marques MDD de cola. Donc évidemment, là, à première vue, on pourrait se dire, ça va peut-être être inquiétant. La question qui va se poser cependant ensuite, et que Coca-Cola ne manquera sans doute pas de soulever, c'est, mais attention, je suis également en concurrence avec d'autres boissons sucrées. D'accord ? Et du coup, que doit-on conclure ? Comment va-t-on procéder ? Quel est le principe qui doit guider l'analyse ? Le principe qui doit guider l'analyse, le cadre conceptuel, pour citer la communication, c'est le test du monopolaire hypothétique. D'accord ? Alors, je vous l'ai mis en bleu tel qu'il est décrit par la Commission européenne, mais voyons voir comment ça pourrait fonctionner avec notre exemple de fusion entre Coca-Cola et Pepsi-Cola. La question qu'il faut se poser, c'est, pour savoir si j'ai un marché pertinent des boissons à base de cola, la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que si les sodas à base de cola formaient un monopole hypothétique, c'est-à-dire s'ils s'entendaient entre eux, est-ce qu'ils pourraient profitablement augmenter leur prix de 5 à 10%? C'est ce qu'on appelle une hausse légère mais significative des prix. Est-ce que ce serait rentable pour eux d'augmenter le prix de 5 à 10% par rapport au prix concurrentiel? Alors pourquoi est-ce que ce ne serait pas profitable ? Évidemment, parce que si vous augmentez les prix, vous allez avoir des consommateurs qui vont peut-être aller acheter une autre boisson. Ça peut être des sodas sucrés, ou ça peut être également des jus de fruits, de l'eau minérale. Ça peut même être simplement une réduction des quantités, peu importe. Mais la réduction des quantités vendues va donc réduire la profitabilité de la hausse de prix. Donc les entreprises qui se sont entendues pour augmenter la hausse de prix, qui ont formé un monopole hypothétique, font face à l'arbitrage. Si j'augmente les prix de 5 à 10%, je réalise une marge plus élevée sur les quantités que je continue de vendre. Mais en même temps, je vais perdre des consommateurs. Quel va être alors le résultat de l'arbitrage ? D'accord ? Évidemment, si les boissons à base de cola perdent trop de consommateurs, la hausse de prix ne sera pas profitable. Alors, combien de consommateurs faut-il perdre pour que la hausse de prix ne soit pas profitable ? Eh bien, la réponse à cette question, c'est la notion de perte critique. Vous aurez compris que j'ai deux effets quand j'augmente les prix. J'augmente mes marges, mais je perds des consommateurs. Si je perds trop de consommateurs, la hausse de prix n'est plus profitable. Et on peut alors calculer le niveau de perte de consommateurs au-delà duquel la hausse de prix n'est pas profitable. Et en droit de la concurrence, en économie de la concurrence, on appelle cela la perte critique. C'est également une notion qui est développée dans la communication lorsque la Commission décrit ce cadre conceptuel qu'est le test du monopolaire hypothétique. Et ce qui est intéressant, c'est que cette perte critique, en réalité, n'est pas très, très élevée. Par exemple, pour des opérateurs, supposons que nos boissons à base de cola réalisent des marges sur coût variable de 30%. Donc une marge sur coût variable qui n'est pas si élevée que cela, parce que la marge sur coût variable est assez élevée. Les marges sur coûts totaux peuvent être relativement faibles, mais sur coût variable, elles peuvent être assez élevées.
Eh bien, il suffit que ces boissons à base de cola perdent plus de 14% des quantités vendues pour que la hausse de prix ne soit pas profitable. Seulement 14%. Pas la majorité des ventes, pas la majorité des consommateurs. Seulement 14%. Vous observez que plus la marge sur coût variable est élevée, plus il suffit de peu de consommateurs perdus pour qu'il ne soit pas profitable d'élever les prix. Pourquoi ? Parce que si la marge est élevée, chaque consommateur perdu représente une marge élevée. D'accord ? Donc l'intérêt de ce cadre conceptuel, au cœur donc de la définition des marchés, c'est justement d'arriver à dire, mais attendez, la concurrence est une force tellement puissante qu'il suffit de peu de consommateurs pour qu'une entreprise soit concurrente avec d'autres. Alors, en fin de compte, définir un marché pertinent, c'est très facile. Je regarde ce qui se passe quand une entreprise augmente ses prix de 5 à 10%, combien est-ce qu'elle perd de quantité vendue, et je compare cela à la perte critique. Extrêmement simple. En pratique, évidemment, c'est beaucoup plus compliqué. Comment je fais pour mesurer les ventes qui seraient perdues en cas de hausse de prix de 5 à 10%? Comment je fais pour calculer si la diminution des ventes va faire que la hausse de prix n'est pas profitable ou pas? Comment je fais également pour calculer le niveau de prix concurrentiel par rapport auquel je vais regarder l'effet de ma hausse de prix? Donc tout cela, c'est des difficultés qui font qu'on n'aura jamais un test du monopolaire hypothétique parfait. Mais il faut s'en rapprocher le plus possible. C'est à l'aune de ce cadre conceptuel que les éléments de preuve que Lorraine a très bien décrits tout à l'heure vont être évalués. Et notamment quand on demande, dans un test de marché à une entreprise, est-ce que vous êtes concurrent de tel autre? Ça ne correspond pas au cadre conceptuel de l'analyse des marchés pertinents. La question devrait être posée de sorte que, si vous augmentez vos prix de 5 à 10%, estimez-vous que vos consommateurs se reporteraient vers ces autres produits? D'accord ? La notion de concurrence en marché pertinent, c'est une notion extrêmement précise. Alors, le cas des sodas à base de cola est extrêmement simple. On a un nombre considérable de nouveaux développements que Lorraine a déjà décrits, les marchés bifaces. L'entreprise augmente ses prix, elle va perdre non seulement des consommateurs sur ce marché-là, mais elle va perdre également des consommateurs sur un autre. Donc ça multiplie les analyses qu'il faut effectuer. On a également les marchés à prix nul. Comment évaluer une hausse de prix de 5 à 10% quand on part d'un prix qui est nul? D'accord ? Alors on peut raisonner avec la quantité. Très bien, mais mesurer une variation de la qualité, c'est pas si simple. Et puis de quels paramètres de qualité parle-t-on? D'accord ? Parce que autant un prix, c'est une mesure simple, autant la qualité peut se mesurer de différentes manières. Si je parle d'un moteur de recherche, est-ce que c'est la rapidité du moteur de recherche? Est-ce que c'est le nombre de recherches pertinentes? Ça peut se mesurer de plein de manières différentes. Donc il y a quantité d'autres choses qui sont développées dans la communication. Alors évidemment, cette communication lui a fait le reproche d'être relativement imprécise. Mais il ne pouvait pas réellement en aller autrement. Définir un marché, ça nécessite de prendre de nombreux aspects en compte. Donc la Commission ne peut pas en exclure par principe certains et en retenir par principe d'autres. Elle va simplement se dire, comme souvent en droit de la concurrence, nous allons réunir un faisceau d'indices. Certains indices seront de meilleure qualité que d'autres, comme l'a dit Lorraine, il y a quand même une certaine hiérarchie, il y a de la prudence qui émane de la communication vis-à-vis de certains indices. Mais au final, c'est effectivement l'analyse va être très très ouverte. Et donc ce qui va réellement jouer, ce n'est pas tant la communication qui traduit ce qui existe déjà dans la pratique décisionnelle. Ce qui va jouer, c'est comment elle est mise en œuvre en pratique par les entreprises, par les autorités de concurrence. Et donc c'est un petit peu ce que l'on va voir maintenant très très brièvement. On a deux cas topiques. On a compris que la délimitation des marchés pertinents peut être un exercice très très délicat. C'est un exercice quantitatif avec beaucoup de paramètres à prendre en compte, donc cela peut être assez complexe. Encore plus aujourd'hui qu'il y a une vingtaine d'années, puisqu'on a des configurations de marché beaucoup plus
difficile à analyser qu'il y a une vingtaine d'années. Mais en réalité, fréquemment, il n'y a pas de définition approfondie des marchés pertinents. Pourquoi ? Parce que fréquemment, ce qui est utilisé, ce sont des précédents. On va regarder la pratique décisionnelle. Que dit la pratique décisionnelle sur la concurrence entre supermarchés et hypermarchés ? Qu'est-ce qu'elle dit sur la concurrence entre publicité liée aux recherches et publicité sur les réseaux sociaux ? Et c'est ça qui va fonder la délimitation de marché. Ça facilite la vie des autorités de concurrence, qui peuvent dédier moins de ressources à cet exercice. Ça facilite la vie des entreprises, qui ont plus de sécurité juridique pour anticiper si elles vont avoir une autorisation ou pas, ou si elles peuvent adopter tel ou tel comportement. La difficulté, c'est que dans certaines situations, soit les marchés n'ont pas encore été définis, soit la définition était trop ancienne, ou peut-être qu'elle était erronée, et elle ne colle pas à la réalité que l'on constate, en tout cas aujourd'hui. La question, c'est que fait-on dans ce cas-là ? Et la communication, encore une fois, elle reste très très ouverte. Elle vous dit comment analyser telle situation, mais évidemment, elle ne vous donne pas la réponse parce que ça va évidemment dépendre du secteur dans lequel vous êtes. Alors comment réduire cette incertitude ? Parce que c'est l'incertitude, et on le sait quand on travaille aux côtés des entreprises, cette incertitude est extrêmement préjudiciable pour elles parce qu'elles hésitent à adopter certains comportements, potentiellement des comportements qui seraient très bons pour les consommateurs et pour l'économie. Et donc cette incertitude a un coût, non seulement pour les entreprises, mais a un coût pour la société. Parce que certaines politiques commerciales ne vont pas être adoptées, certains regroupements qui permettraient de diminuer les coûts ou d'améliorer la qualité ne vont pas être effectués. Et donc il faut le plus possible réduire cette incertitude. Alors comment faire ? Évidemment, le rôle des conseils tels que Lorraine, moi-même et nos confrères est important puisque nous avons l'habitude des raisonnements qui sont suivis par les autorités de concurrence. Mais ce qui est important également, c'est les échanges avec les autorités de concurrence. De pouvoir rapidement voir est-ce que cette délimitation de marché pourrait être remise en cause ? Est-ce qu'elle pose une difficulté ? Est-ce qu'en contentieux, une entreprise peut avoir assez tôt connaissance des reproches qui lui seraient potentiellement faits pour qu'elle puisse commencer à analyser le marché ? Est-elle effectivement dominante, comme l'un de ses concurrents ou l'un de ses clients semble le penser ? En concentration, peut-on envisager que la remise en cause de marchés pertinents qui auraient déjà été entérinés dans le passé puisse s'effectuer sans nécessairement faire un passage en phase 2 ? Est-ce que c'est des choses qui peuvent être discutées en amont ? Et évidemment, pour que ce dialogue riche, avec des questions parfois complexes, puisse être mené, il faut également que les autorités aient les ressources qu'elles puissent dédier à consacrer à ce dialogue qui nécessairement va prendre du temps et des ressources. Donc il faut également qu'elles aient en interne les rapporteurs, un nombre suffisamment de rapporteurs pour mener ce dialogue avec les entreprises. Voilà, j'en ai terminé. Peut-être que je vais laisser Gauthier introduire la table ronde. Merci Étienne pour ces propos très intéressants. Donc on comprend que l'analyse des marchés pertinents c'est central, mais ce n'est pas toujours l'alpha et l'oméga des dossiers de concurrence. Pour autant, en concentration, ça reste quand même un élément particulièrement structurant. Alors on a la chance d'avoir Jérôme Vidal qui est le nouveau chef des services des concentration de l'autorité de la concurrence, alors qu'il n'est pas étranger à ce service puisqu'il y a déjà exercé il y a quelques années. On a aussi Nicolo Ciulli qui, lui, va représenter donc Eurocommerce, donc qui est la fédération qui rassemble le commerce de gros et de détail au niveau européen et qui donc pourra intervenir du point de vue de ces commerçants pour lesquels, on l'a vu avec l'exemple que tu as donné Étienne, l'analyse des marchés pertinents dans le domaine des concentrations est souvent très intéressante, notamment dans sa dimension géographique, puisque les marchés pertinents, ce sont des marchés de biens ou services, mais ce sont aussi des marchés géographiques où on voit quel est le périmètre à l'intérieur du
duquel les entreprises se font concurrence et là où les consommateurs sont en mesure de substituer ou non les biens et services entre ces entreprises. Alors on a un contexte qui est très intéressant, c'est qu'on a cette nouvelle communication de la Commission qui ne sont pas finalement des lignes directrices puisqu'elles sont moins prescriptives que ne le seraient des lignes directrices. Et la Commission, finalement, ajoute, à mon sens, enfin vous me direz si c'est votre interprétation également, un petit peu plus de souplesse dans cette appréciation des marchés pertinents, peut-être pour avoir des analyses qui permettent de délimiter des marchés un petit peu plus larges qui finalement suivent un petit peu l'habitude les comportements de consommation des consommateurs, puisque les consommateurs adaptent leur comportement de consommation. Alors bien entendu, on pense au commerce en ligne qui permet de mettre en concurrence des opérateurs qui ne le sont pas, qui ne l'étaient pas forcément avant de par leur positionnement géographique. Mais on pense aussi aux biens et services avec ce rôle qui va être donné au prix, qui, je le comprends, pourrait être moins central dans les analyses de définition des marchés, puisque Étienne le soulignait, on a le fameux test SNIP qui vise à savoir si une augmentation petite mais significative des prix est susceptible d'être profitable ou non dans le cas d'un monopole hypothétique, qui va nous dire donc finalement si ces entreprises sont en concurrence ou pas et si le rapprochement de ces entreprises est susceptible de poser un problème de concurrence, notamment sur les prix. D'autres éléments peuvent être désormais, devront être désormais pris en compte. On peut penser à la qualité, à la durabilité des produits. J'ai lu aussi un sujet sur l'environnement, sur le fait que les produits sont plus ou moins respectueux de l'environnement ou pas, ce qui peut être un critère de substituabilité ou de non-substituabilité du point de vue des consommateurs. Donc, qui veut commencer peut-être à discuter ça, Jérôme ou Nicolo? Je crois qu'on avait prévu qu'il y aurait juste quelques propos liminaires à l'introduction sur la délimitation des marchés de produits. Oui, quelques propos préliminaires là-dessus, pour simplement se remettre en mémoire un petit peu, et on rentre de nouveau un petit peu dans les choses concrètes, sur comment on délimite des marchés de produits. On a vu le cadre conceptuel, donc on regarde ce qui se passe quand les prix augmentent de 5 à 10%, on a vu que c'était parfois compliqué, donc du coup, que fait-on? On a 5 éléments de preuve qui sont fréquemment utilisés. Le premier élément de preuve, c'est la caractéristique des produits. Plus les produits sont similaires, plus on va considérer qu'ils sont concurrents. Aujourd'hui, et y compris dans la communication de la Commission, c'est quelque chose dont l'importance est fortement minorée. Parce qu'effectivement, si je reprends l'exemple des boissons à base de cola, est-ce qu'ils sont similaires ou très très différents des boissons des autres sodas? D'accord ? Difficile à dire. Donc on n'y fait plus tellement. Enfin, c'est un indicateur sur lequel on est peut-être beaucoup moins, qui est moins décisif qu'avant. Pourtant, paradoxe, beaucoup des précédents sur lesquels se basent peut-être 80% des décisions de concentration, beaucoup des définitions de marché qui ont été prises dans le passé sont basées précisément sur ce type d'indicateur, c'est-à-dire est-ce que les produits sont très différents, un peu différents, très similaires, et ainsi de suite. Deuxième élément que l'on regarde beaucoup, et Lorraine en a beaucoup parlé, et je partage complètement son point de vue, c'est l'avis des entreprises concurrentes et des clients. Êtes-vous en concurrence avec telle entreprise ou pas? Et notamment les fameux tests de marché. Alors, c'est quelque chose qui est fréquemment utilisé, mais c'est vrai que, et ça ne surprendra pas Jérôme, parce qu'on en parlait déjà quand j'étais à l'autorité de la concurrence, c'est vrai qu'il faut une certaine prudence dans la manière dont ces tests sont appréhendés, parce que quand vous interrogez des concurrents, évidemment, il peut avoir un intérêt à vous répondre telle option ou à vous plutôt privilégier telle autre. Et puis, même si on a des documents internes des entreprises, après tout, ils ne raisonnent pas par rapport au cadre conceptuel du marché pertinent. Donc là également, une certaine prudence. Troisième type de preuve qui est de plus en plus utilisé, et on a eu l'occasion de travailler dessus avec Jérôme à plusieurs reprises, ce sont les sondages consommateurs. Quasiment toutes les décisions importantes de l'autorité sur les 5-6 dernières années
et notamment Fnac Darty, puisque c'est un peu là où les sondages consommateurs, à l'initiative de l'autorité, ont commencé à être lancés, comprennent des sondages. Et donc c'est très intéressant, puisque là on peut directement interroger les consommateurs. Que feriez-vous si les prix augmentaient de 5 à 10%? Et ensuite on regarde la diminution des quantités, on regarde si c'est profitable ou pas, et on peut savoir s'il y a un marché pertinent ou non. Et on peut en parallèle poser beaucoup d'autres questions sur le fonctionnement du secteur. Problème, les réponses des consommateurs se font par rapport à un comportement hypothétique. Le consommateur peut dire, si les prix augmentent de 5 à 10%, je vais aller dans un autre magasin, je vais acheter un autre produit, mais peut-être qu'en réalité, il ne va pas le faire parce qu'il se rendra compte que c'est plus compliqué qu'il n'y paraît, ou que le produit est moins satisfaisant que ce qu'il pensait initialement. Mais ça apporte quand même, sans doute, plus d'informations qu'un test de marché qui peut être plus ou moins bien conduit ou qui peut être biaisé, et les caractéristiques des produits. On peut également regarder statistiquement ce qui se passe sur un marché lorsque, par exemple, vous avez ce que l'on appelle toujours en économie de la concurrence des chocs. Que se passe-t-il lorsque, par exemple, Coca-Cola a fait des promotions sur ses produits? Est-ce que les ventes des autres sodas ont diminué? Que se passe-t-il quand les autres sodas ont fait des promotions? Est-ce que les ventes de Coca-Cola ont diminué? D'accord? Et donc ça, on peut regarder sur une période relativement courte où vont les consommateurs quand il y a des variations de prix. On peut, alors évidemment la difficulté, c'est que tous les marchés ne se prêtent pas à un choc. Dans certains cas, vous avez des marchés extrêmement stables, sans choc particulier, donc sans événement significatif à analyser. On peut alors essayer de faire des analyses économétriques. Donc on va regarder très très finement que se passe-t-il lorsque le prix augmente de 1, 2, voire de 5 à 10%, comment évoluent les quantités. L'inconvénient, c'est que comme les évolutions de prix sont très très fines, il faut maîtriser en parallèle toute une série de paramètres qui ont pu varier également au même moment. Donc il vous faut des données extrêmement riches, extrêmement précises, et ces données ne sont pas toujours disponibles. L'économétrie, c'est l'analyse idéale, c'est ce que l'on aimerait faire systématiquement, mais malheureusement, la qualité des données fait que cela n'est pas toujours possible. Donc voilà les éléments de preuve qui sont utilisés sur les marchés de produits. Et puis peut-être pour lancer la discussion, peut-être l'avis de Nicolo sur le secteur de la distribution, sur comment est-ce qu'il voit les analyses de marchés pertinents de produits. Ça marche, oui. Voilà, bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup encore pour l'invitation. Peut-être quelques mots à propos de hors commerce pour expliquer aussi notre avis et nos points de vue sur la communication de la Commission et la définition du marché pertinent. Donc nous sommes la Fédération européenne du commerce de taille et de gros, donc de la distribution. Nos membres sont les fédérations nationales de la distribution de taille et de gros. Ici en France, la Fédération du commerce et la distribution, la FCD, mais aussi une trentaine des enseignes des distributeurs dans le commerce alimentaire et non alimentaire. Par exemple, Carrefour, Auchan, Lidl, Aldi, pour l'alimentaire, non alimentaire, Ikea, et le textile aussi, H&M, le groupe Zara, et aussi des acteurs e-commerce comme Amazon. Donc, ça pour expliquer notre point de départ. Alors, pour commencer, pourquoi la communication est importante pour nous? Ça est bien sûr pour les enquêtes, pour le droit des concentrations, mais quand on parle de day-to-day job, du travail day-to-day, c'est le rôle principal est pour la auto-évaluation. Donc, pour nous, par exemple, il y a plusieurs règlements qui ont des safe harbors établis autour des parties des marchés. Pour nous, clairement, le plus important, c'est le règlement Weber sur les accords verticaux, qui est la base de la distribution. Donc, c'est vraiment important d'avoir de la clarté sur la définition du marché.
Donc peut-être je veux mentionner quelques éléments qui est important pour nous sur les marchés de produits, la définition du marché des produits. Premier élément, il a été déjà mentionné, les paramètres de la concurrence. Donc bien sûr, la communication explique et mentionne les paramètres classiques, le prix, la qualité, mais nous croyons que c'est important que la Commission mentionne aussi des nouveaux paramètres qui sont importants pour les consommateurs. Par exemple, la durabilité, durée de la vie. Pour les e-commerce, le respect du règlement de GDPR et de données privées. Et oui, sur la durabilité, ce qui est important pour nous est que la communication explique que la durabilité est un paramètre plutôt nouveau. Il y a des compréhensions différentes pour les consommateurs sur la durabilité. Par exemple, dans l'alimentaire, des thèmes comme le bien-être animal, les produits bio. Est-ce que le consommateur considère ça comme durabilité ou peut-être des autres considérations à propos de la santé? Et aussi quelque chose que nous avons mentionné à la Commission après le draft de 2022 est que les considérations du consommateur et spécialement sur la durabilité peuvent changer au fil du temps, et ça est clairement mentionné maintenant dans la communication. Un exemple parfait est la crise inflationniste qu'on a vécue 2022-2023, où bien sûr on a vu que le facteur principal pour le consommateur était le prix. Donc les consommateurs, peut-être dans les sondages, Étienne a mentionné le point sur les sondages, disait que oui, pour eux, il était important de savoir, de connaître la durabilité d'un produit et ces considérations-là. Mais en fait, ce qu'on observait dans nos ventes était que le facteur principal était le prix. Et ça peut-être, si la crise inflationniste maintenant est sous contrôle, peut changer très rapidement encore. Donc, c'est important pour nous que la communication de la Commission explique ce point-là. Peut-être un autre élément que nous avons soulevé avec la Commission depuis le début de leur processus de révision de la communication sur la substitution, pas de produits, mais la substitution de canaux, donc des canaux. Donc, la question est de savoir si les différents canaux, principalement en ligne et hors ligne, font partie du même marché. Donc, s'il y a une substitution entre les deux. Et nous croyons que certains éléments de substitution des canaux devraient faire partie de l'évaluation standard de la concurrence. Et maintenant, dans la communication, il y a une reconnaissance. Je lis, la Commission écrit pour déterminer si les canaux de vente en ligne, hors ligne appartiennent au même marché de produits. La Commission peut évaluer si les clients considèrent que ces canaux présentent des caractéristiques différentes, par exemple le prix, qualité, délai de livraison, coût logistique, heure d'ouverture, la nécessité de découvrir les produits avant l'achat. Donc, oui, c'est important d'avoir ces éléments-là dans la communication maintenant. Peut-être un thème pour l'avenir et qu'est-ce qui se passe avec le monde omnichannel, donc omnicanal, parce que nous voyons maintenant que les deux business models hors ligne, en ligne, sont vraiment en train de se mêler. Il y a de nouveaux expériences de shopping, par exemple click and collect ou experience stores qui ont des éléments en ligne
et hors ligne, off-ligne. Donc, peut-être il y a des éléments que la Commission mentionne, par exemple, la nécessité de découvrir les produits avant l'achat. Est-ce que ça continuera à être important pour les consommateurs dans ce monde omnichannel? Peut-être un autre élément, il y a des mentions sur la concurrence asymétrique. Il n'y a pas vraiment un développement dans la communication de ce thème-là, mais il est un thème très important. Donc, je veux dire quoi quand je parle de concurrence asymétrique? Un exemple, les consommateurs, pour manger, bien sûr, il y a des canaux typiques, donc restauration et supermarché, distribution. Mais maintenant, il y a des autres expériences, par exemple des plats importés, donc take-away, des nouveaux business models comme les meal kits, des kits de repas comme HelloFresh. Et nos entreprises nous expliquent qu'ils voient des contraintes de la concurrence nouveau qui vient de l'extérieur du secteur. Donc, il y a des produits, des services qui font partie peut-être de la sharing economy, qui créent des contraintes pour les modèles d'entreprise traditionnels. Un autre exemple, est-ce que, un distributeur de vélos est en concurrence avec une plateforme de vélos à louer sur la rue? Ça, c'est une question qui est née pendant des enquêtes. Donc, oui, peut-être un thème à réfléchir. Je dis dans la communication de janvier, de février, il y a des mentions de concurrence asymétrique, mais nous croyons que cela va devenir plus important dans l'avenir. Et peut-être un élément final, il a déjà été mentionné sur les marques de distributeurs, les MDD. Et qui ont gagné une partie de marché très important pendant les derniers 10 ans, 20 ans, encore en plus pendant la crise inflationniste. Donc, est-ce que une marque de distributeur, un MDD, et une marque nationale, internationale, appartiennent au même marché de produits? Il y a bien sûr des considérations sur les prix, mais aussi sur la qualité. Mais on voit que les MDD ont amélioré aussi en termes de qualité beaucoup, aussi dans la vision des consommateurs. Donc maintenant, l'approche des autorités de la concurrence, de la Commission, est cas par cas. Donc on pense que ça, c'est un thème que va devenir important pour la distribution dans l'avenir. Merci beaucoup, c'était très intéressant. Donc sur les marchés de produits, je retiens quelque chose quelque chose a retenu mon attention, c'est cette concurrence potentielle que se livrent marques distributeurs et marques nationales, sachant que là on a eu un choc, comme tu le signalais, Étienne, c'est-à-dire qu'on a eu un pic inflationniste qui a quasiment atteint 20%, je crois, sur 2 ans, et les consommateurs se sont retrouvés peut-être plus sensibles au prix qu'ils ne l'étaient avant et ont mis en concurrence, si je comprends bien, des produits qui jusqu'alors n'étaient peut-être pas en concurrence, puisque les marques nationales se distinguent via le marketing et donc se rendent moins substituables vis-à-vis des marques de distributeurs. Donc c'est un élément assez intéressant. On va passer peut-être maintenant à la deuxième partie avec Jérôme qui va nous donner le point de vue de l'autorité de la concurrence sur la délimitation des marchés de produits. Merci Gauthier. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci beaucoup à la DGCCRF, à Lorraine, à Étienne pour l'organisation de cette matinale. C'est la première intervention que je fais 10 jours après mon arrivée au service. Et bien évidemment, ce que je dis aujourd'hui n'engage pas l'autorité de la concurrence, ceci étant rappelé. La définition des marchés ou la présentation des marchés pertinents est pour moi la marque de confiance au cours d'une instruction. Il y a une asymétrie d'information, c'est vrai, mais dès lors qu'il existe une pratique décisionnelle,
Et il y a des milliers de références depuis plus de 30 ans. Je pense qu'on a vu la quasi-totalité des marchés et il peut se poser des questions lorsqu'on a des marchés émergents. Mais je pense qu'on a un vaste panel de l'analyse qui a été menée par les autorités de concurrence. Dès lors qu'il y a une pratique décisionnelle, et je le dis très, très franchement, il faut présenter les positions des parties conformément à la pratique décisionnelle. On ne peut ne pas être d'accord avec un segment. Comme tu le disais très justement, Étienne, il se peut que les définitions de marché aient évolué. Pour reprendre ton exemple sur le marché des colas, on a une décision fameuse quand même, une décision d'interdiction de 1999, Coca-Cola qui voulait racheter Orangina, et le marché a effectivement été défini comme le marché des boissons gazeuses au goût cola. Ça a été interdit pas parce que Orangina ne faisait pas partie du marché, mais parce qu'on avait un effet de portefeuille. Donc, la marque de confiance, le point de départ pour une bonne instruction, c'est de présenter les positions sur l'ensemble des marchés et ensuite des segments, et ensuite on peut discuter. Je pense que les parties ne doivent pas avoir peur de présenter dès le départ la pratique et l'existence, vraisemblablement peut-être, de positions importantes sur des segments. Ensuite, il y a l'analyse concurrentielle, bien évidemment, la concurrence potentielle, le contre-pouvoir de la demande, et peut-être aussi le fait que le marché qui a été défini il y a 20 ans ne correspond plus aujourd'hui au marché. Moi, je trouve que c'est vraiment important. Ça peut expliquer parfois des dossiers qui prennent beaucoup de temps, parce qu'on passe beaucoup de temps à essayer de se mettre d'accord sur finalement le point de départ de l'instruction. Et j'invite vraiment celles et ceux qui nous écoutent aujourd'hui à vraiment prendre comme point de départ la présentation exhaustive de la pratique. Et je pense qu'il ne faut pas du coup avoir peur d'affronter cette partie de l'analyse qui est fondamentale. Ensuite, sur la manière de faire, je pense que vous avez rappelé, Lorraine et Étienne, tant au niveau de la communication de la commission, des lignes directrices de l'autorité qui ont été revues il y a quelques années, mais qui ont un peu inspiré aussi la commission, notamment sur la prise en compte des ventes en ligne sur les marchés. Tous les outils qui ont été présentés, on est bien évidemment tout à fait ouvert à les utiliser. La question d'aller en phase 2 systématiquement pour obtenir une évolution du marché, de la pratique, c'est pas nécessaire. Enfin, je vous le dis franchement, il y a des cas dans lesquels on a revu la pratique décisionnelle en phase 1, ne serait-ce que parce qu'on avait tous les éléments pour, sans crainte, revoir la pratique. Sur les tests de marché, je voulais dire quelques mots également. Effectivement, il peut y avoir des biais dans les réponses qui sont communiquées. C'est très utile pour l'autorité de la concurrence, pour les autorités de concurrence, parce que lorsque vous avez des concurrents, des clients qui font part de leurs remarques à l'occasion de l'instruction, on peut s'attendre à ce qu'ils fassent les mêmes remarques lorsqu'ils décident d'introduire un recours contre la décision. Donc il est particulièrement important de tenir compte et de pouvoir répondre aux observations des tiers. C'est pour ça qu'on a d'ailleurs un délai d'observation des tiers lorsqu'on a une notification. Mais pour répondre au point sur l'importance qu'on peut donner aux tests de marché, c'est pas tant, si vous voulez, les éléments matériels qui peuvent être fournis, qui peuvent parfois contredire la présentation ou les positions des parties, que ce que ça peut nous dire d'un éventuel recours devant le Conseil d'État, en l'espèce s'agissant des décisions de contrôle des concentrations. Le cas de figure moins banal dans l'approche des autorités de concurrence est effectivement le marché qui n'a jamais été défini. Là, effectivement, il faut absolument, et c'est toute l'importance de la phase de prénotification, avoir ce dialogue avec l'entreprise et bien évidemment avec l'ensemble des acteurs du marché, des fournisseurs, des consommateurs, pour qu'on puisse inscrire le cadre dans lequel se déroulera l'analyse. Et c'est pour ces cas-là, ou pour les cas pour lesquels on a des marchés qui ont évolué, que la phase de prénotification prend tout son sens. Je vais insister parce que la phase de prénotification, à la base, selon moi, c'est si on a un problème. Je veux dire,
si c'est pour discuter et refaire le match d'il y a 10 ans parce qu'on n'était pas d'accord avec la définition du marché, ça ne va pas le faire. Je pense que c'est très important que la phase de prénotification serve utilement à faire évoluer la pratique ou à adresser les éventuels problèmes de concurrence qui peuvent se poser dès lors qu'on a une part de marché importante. Et un dernier point, et je vais en finir sur cette partie-là, et je comprends, et Lorraine l'a très bien rappelé, aujourd'hui vous avez 80% grosso modo des décisions qui sont des décisions simplifiées. Et une décision simplifiée du côté de l'autorité française, mais je pense que c'est la même chose côté Commission européenne, la part de marché définit si on est dans une procédure simplifiée, avec en plus un traitement accéléré, ou pas. D'où l'importance finalement de la délimitation des marchés. On a plusieurs fois, et j'essaye d'avoir une approche assez pragmatique, des positions de marché qui sont à 24%, 23%, et on sent peut-être que la définition des marchés a peut-être été modifiée pour rester dans le cadre d'une procédure simplifiée. Là aussi, il n'y a pas de problème. Enfin, je veux dire, si l'opération ne pose pas de soucis, on peut aller assez vite. Mais encore une fois, je pense que la marque de confiance que peut avoir le service du contrôle des concentrations vis-à-vis des conseils et des entreprises, c'est juste la transparence sur l'état de la pratique décisionnelle en matière de délimitation des marchés. Merci Jérôme. Alors on a à peu près 200 participants qui nous suivent en ligne. On ne les voit pas ici, mais ils sont en ligne. Vous pouvez poser des questions directement sur la page LinkedIn de la DGCCRF et je les relayerai ici. Pour l'instant, on n'en a pas encore, mais en attendant que ça vienne, et avant de passer à la suite, on a compris dans ton intervention, Étienne, que l'analyse des marchés pertinents pouvait parfois être très technique et était, dans l'idéal, souvent quantitative, donc pour pouvoir obtenir une analyse scientifique, statistique des marchés pertinents. Est-ce que les nouvelles lignes directrices la nouvelle communication de la Commission, qui, me semble-t-il, donne peut-être un peu plus de souplesse dans cette appréciation, avec une dimension peut-être plus qualitative, vont modifier ce type de travaux? Est-ce qu'on peut rester sur du quantitatif en prenant des éléments d'appréciation qui, eux, vont être un petit peu plus qualitatifs, comme l'évolution de la qualité des produits, etc. Quel est ton point de vue sur ces sujets? Alors, mon point de vue, c'est tout d'abord qu'on a une communication de la Commission. Je crois que la communication de 97, il y a plus de 25 ans, elle faisait, je dis cela de mémoire, une quinzaine, 9 pages. Et là, on est passé à une communication qui doit en faire 4 ou 5 fois plus, 35. Bon, on n'est pas loin. Et quand on regarde les développements qui ont été ajoutés, il y en a beaucoup qui concernent les éléments quantitatifs pour dire voilà les conditions qui doivent être respectées pour que ce soit recevable, mais voilà également pourquoi c'est très intéressant d'avoir cela, notamment parce que les caractéristiques, je l'ai mentionné tout à l'heure, ne sont pas suffisantes, et parce que les éléments de preuve venant des tiers ne sont pas toujours suffisamment fiables ou suffisamment étayés, et donc il faut, dans la mesure du possible, s'appuyer sur des éléments quantitatifs qui ne sont pas nécessairement complexes. C'est-à-dire que dans certains cas, on va être conduit à faire de l'économétrie parce qu'on a des variations de prix relativement faibles et donc on va regarder ce qui se passe quand on a ces variations relativement faibles. Mais comme elles sont faibles, on va devoir prendre en compte d'autres facteurs pour bien isoler l'effet lié à cette variation de prix. Mais dans certains cas, quand je parlais par exemple des promotions qui sont réalisées sur certains produits, ça peut être très très simple de vérifier si pendant la période de la promotion qui est réalisée, que se passe-t-il avec les produits concurrents? Il faut juste vérifier que la promotion ne correspond pas à un moment donné où les ventes ne marchaient pas et c'est pour cela qu'on fait une promotion. Un autre cas que l'on avait regardé, je me demande si ce n'était pas dans un cas où on avait travaillé ensemble, Jérôme, à l'époque, c'était sur les alcools, où il y avait des produits qui avaient été déréférencés ou momentanément indisponibles, et donc on pouvait regarder quel était le produit vers lequel se reportaient les consommateurs. Et donc ça, ce n'est pas forcément quelque chose qui va nécessiter beaucoup d'analyses statistiques que de regarder ce qui se passe au moment où le produit n'est pas disponible. Et en même temps,
on a quelque chose qui est quand même très très intéressant, puisqu'on a le vrai comportement du consommateur dans une situation qui existe réellement. Et donc si on s'aperçoit par exemple que quand tel produit n'est pas disponible, les consommateurs finalement ne se reportent pas vers un autre produit, c'est le signe que peut-être il n'y a pas de concurrence entre ce produit qui momentanément n'est pas disponible et les autres produits. Donc je pense qu'il y a vraiment plus de latitude désormais pour les études quantitatives, d'autant plus que, et ça c'est un point que l'on retrouve aussi bien en concentration qu'en contentieux, il y a beaucoup plus de données disponibles. Aujourd'hui, la collecte des données, que ce soit par des enseignes de la grande distribution, que ce soit par les fabricants de produits de grande consommation, est beaucoup plus étendue, beaucoup plus fine qu'elle ne pouvait l'être, par exemple, au moment où la première communication avait été publiée. Donc aujourd'hui, il y a un stock de données qui est beaucoup plus riche qu'auparavant et qui permet des analyses plus fines. Et qui permet également aux répondants aux tests de marché, peut-être, lorsqu'ils disent non, je ne suis pas concurrent de tel produit, d'étayer. Non seulement de répondre aux tests de marché, mais de dire justement, nous avions tel élément documentaire qui montre que. D'accord, merci. Et alors du coup, on comprend que le comportement des consommateurs est au cœur un petit peu des analyses, et c'est ce qu'on cherche à bien comprendre pour pouvoir délimiter les marchés. Tu signalais tout à l'heure la possibilité de procéder à des sondages de consommateurs. Est-ce que les lignes directrices, la communication, ouvre justement de nouvelles perspectives là-dedans, dans la mesure où il y a beaucoup d'éléments qualitatifs à prendre en compte qui pourraient donner lieu à des sondages de consommateurs, à des analyses un petit peu plus poussées dans ce domaine? Oui, c'est le cas. La communication consacre effectivement 2 ou 3 paragraphes à la possibilité de faire des sondages et aux conditions auxquelles ces sondages pourront être acceptés, notamment une très bonne représentativité et des questions qui sont effectivement en référence avec toujours ce cadre conceptuel de la définition des marchés pertinents. Donc, typiquement un sondage consommateur, que feriez-vous si les prix de tel type de magasin, par exemple, augmentaient de 5 à 10%? Continueriez-vous d'aller dans ces magasins? Sinon, où iriez-vous et quel montant vous dépenseriez dans ces autres magasins, par exemple? Peut-être juste une chose pour compléter, Étienne. La pertinence des sondages est liée évidemment à la pertinence de la question qui est posée aux consommateurs. Donc, en dépit du grand nombre de réponses des consommateurs, on sait tous que des biais peuvent s'introduire dans les questions qui sont posées. Donc, ça nécessite une vigilance toute particulière, me semble-t-il, sur cette question. Merci. Je vois que l'heure tourne. On va pouvoir passer à la deuxième partie de cette rencontre. Cette fois-ci, centrée sur l'analyse des marchés géographiques. C'est Lorraine qui commence. Non, c'est Étienne, pardon. Oui. Très, très rapidement, de nouveau pour essayer de regarder un petit peu concrètement comment les marchés géographiques sont définis. En fait, la question que l'on doit se poser quand on analyse un marché géographique, elle est extrêmement similaire à celle que l'on doit se poser quand on analyse un marché de produits. En fin de compte, si je reprends mon exemple des sodas à base de cola, on doit se demander, les sodas à base de cola peuvent-ils profitablement augmenter leur prix en France, par exemple, ou est-ce que les clients de ces entreprises vont se tourner vers des achats à l'étranger? Ou est-ce que, également, peut-être que des fabricants qui sont à l'étranger vont venir s'installer sur le marché français? Donc la question est exactement similaire, si ce n'est qu'au lieu de s'interroger sur des produits concurrents, on s'interroge sur des territoires concurrents. Et du coup, on pourrait retrouver exactement le même type d'indicateur. Donc on va regarder les caractéristiques des produits. Est-ce que le produit fabriqué à l'étranger est le même que celui fabriqué en France? On va mettre l'accent également sur des indicateurs un peu plus spécifiques. Quels sont les coûts de transport pour le consommateur ou pour les offreurs étrangers s'ils souhaitent exporter vers la France? On va regarder également la distance. On va regarder également les différences de prix selon la localisation de l'offreur. On va évidemment prendre les avis des concurrents et des clients. Que feriez-vous si les prix en France augmentaient de 5 à 10%? On peut réaliser des sondages.
On peut regarder ce qui se passe lorsque, par exemple, tel produit n'est momentanément plus disponible dans telle zone ou dans tel pays. Et on peut enfin faire des analyses économétriques. Alors là, il y a tout de même un élément qui est spécifique, très très fréquemment utilisé par les autorités de concurrence, ce sont les empreintes réelles. C'est-à-dire que l'on va regarder où se situent les acheteurs d'un produit. Alors les empreintes réelles, je vous en ai montré une tout à l'heure sans vous le dire. Ici, vous avez l'empreinte réelle du supermarché jaune qui est au centre de la carte. Qu'est-ce que cela veut dire? La zone bleue délimite l'activité, la zone géographique où est réalisé 80% du chiffre d'affaires du supermarché. D'accord ? Au-delà de cette zone bleue, on va considérer que les consommateurs qui sont au-delà de cette zone représentent une part trop minime du chiffre d'affaires du magasin pour être inclus dans le périmètre géographique pertinent. Et on va voir par exemple que notre hypermarché rouge est donc suffisamment proche du supermarché jaune pour lui faire concurrence malgré la distance. Alors il y a tout de même un point sur lequel je souhaitais revenir. Ça, c'est un petit peu une nouveauté de la communication de la Commission européenne qui introduit un critère, en tout cas, elle lui donne beaucoup plus d'importance qu'auparavant, c'est le critère des conditions homogènes de concurrence. C'est un critère qui ne figure absolument pas pour les marchés de produits. Quand je me interrogeais, par exemple, est-ce que les sodas à base de fruits concurrencent les sodas à base de cola, je ne me demandais pas est-ce que les conditions de concurrence sont homogènes entre ces deux types de produits. Mais pour les marchés géographiques, apparemment, il faut le faire. On va regarder avec un exemple. Vous avez là deux zones géographiques. Pour simplifier, on va dire que la première zone géographique, c'est la France, et puis la deuxième, c'est l'Allemagne. Alors vous observez que les conditions de concurrence ne sont pas homogènes entre ces deux territoires. Je n'ai que 2 entreprises en concurrence en France, et j'en ai énormément en Allemagne. Je vais supposer, je suis dans un cas où A et B peuvent pratiquer des tarifs différents entre la France et l'Allemagne. En tout cas, ils peuvent tenter de le faire. Ils ont la possibilité d'aller négocier des prix différents avec l'Allemagne. Dans ces conditions, comme les conditions de concurrence ne sont pas homogènes entre mes deux territoires, d'après la communication, les marchés pertinents devraient alors être différents. J'aurai un marché pertinent français, un marché pertinent allemand, et les fabricants qui sont situés en Allemagne ne concurrenceraient pas ceux qui fabriquent en France. Pourtant, moi j'ai mon cadre conceptuel du monopolaire hypothétique. Et je peux essayer de l'appliquer à ce petit exemple. Je vais d'abord me poser la question, est-ce que A et B, imaginons qu'ils veulent fusionner, est-ce que A et B peuvent augmenter leur prix vis-à-vis des consommateurs en Allemagne? Et uniquement vis-à-vis des consommateurs en Allemagne, puisqu'ils peuvent tenter de pratiquer des prix différents vis-à-vis des consommateurs allemands. La réponse, c'est non, parce qu'il y a beaucoup trop de concurrence en Allemagne. Donc ce ne serait pas profitable d'augmenter les prix. Les Allemands vont acheter d'autres produits que ceux de A et B. Est-ce qu'ils peuvent alors augmenter leurs prix uniquement en France? Eh bien, cela va dépendre de la capacité des consommateurs français à s'approvisionner en Allemagne. Alors, soit en allant en Allemagne, soit en important des produits allemands, avec des fabricants allemands qui vont exporter plus vers la France. Vous voyez, j'ai exactement le même raisonnement qu'avec le marché de produits. Et cela n'a rien à voir avec les conditions homogènes de concurrence. Donc on est un petit peu perplexe avec ce critère-là qui mériterait peut-être plus d'explications, puisqu'on s'aperçoit avec cet exemple assez simple que l'homogénéité des conditions de concurrence, ou leur différence, ne joue aucun rôle. Autre point, vous avez vu qu'avec cet exemple, le poids des fournisseurs colorés en France, le poids des fournisseurs allemands en France, ne joue aucun rôle. Ce qui joue, c'est que vont faire les fournisseurs allemands si les prix augmentent en France. Ce n'est pas de savoir si aujourd'hui j'ai des importations allemandes vers la France. Ce qui importe, c'est de savoir si les prix augmentent en France, est-ce que les importations de l'Allemagne vers la France vont augmenter. Et donc c'est ça la question qu'il faut se poser quand on analyse un marché géographique.
Merci. Merci Étienne. Nicolo. Alors, sur la question du marché géographique, peut-être un commentaire général et après deux questions qui sont intéressantes pour nous. J'ai déjà expliqué qu'il y a des nouvelles circonstances sur les marchés, des nouveaux business models, toute la question e-commerce, de marketplace global. Et je parle pas seulement d'Amazon, mais dans les 2-3 dernières années, on a vu des plateformes chinoises qui sont arrivées en Europe aussi. J'ai parlé de nouvelles modèles de livraison, click and collect, livraison domicile, experience store. Donc tout ça a changé les coûts de changement pour les clients et aussi a changé les obstacles à l'achat à l'étranger en Europe. Donc bien sûr pour les magasins brick and mortar hors ligne, ils peuvent se faire concurrence pour attirer les clients au niveau régional ou local parfois, mais pour les magasins en ligne et pour plusieurs acteurs en ligne, ils peuvent livrer à ces mêmes clients et d'autres sur un niveau plus large, régional, national, même international. Donc la portée géographique du marché est devenue floue en raison d'un mélange d'acteurs qui ont une portée géographique différente. Peut-être ce point-là n'est pas vraiment reflété dans la communication. Donc aussi, qu'est-ce qui se passe dans les prochaines années et dans l'avenir. Il y a une référence dans la communication sur l'importance aussi du cadre réglementaire qui peut, par exemple, réduire les obstacles au commerce cross-border transfrontalier. Je pense, par exemple, au règlement geoblocking qui a réduit ces obstacles au commerce entre États membres dans l'Union européenne. Sur la question marché géographique et grande distribution, je dois aussi mentionner la question des contraintes territoriales d'approvisionnement. Donc souvent sur les marchés de taille à l'achat, donc l'approvisionnement, les autorités de la concurrence, la Commission conclut que le marché à l'achat est un marché national. Parce qu'elle observe que les politiques d'achat des distributeurs sont définies sur une base nationale. Mais il est important de considérer qu'il y a des obstacles à l'approvisionnement auprès d'autres États membres. Par exemple, des obstacles dus à la législation. Je pense à toutes les règles sur l'étiquetage. On a 27 différentes législations sur l'étiquetage qui créent des problèmes au marché à l'achat pour les distributeurs, mais aussi des pratiques intentionnelles des grands fournisseurs qui fragmentent artificiellement le marché à l'achat et empêchent le commerce parallèle. Je pense par exemple il y a quelques semaines, la Commission a sanctionné Mondelez International, le fabricant de chocolat, biscuits, etc., pour des infractions d'articles 101 et 102 pour avoir une stratégie très claire de fragmenter le marché unique en Europe pour les distributeurs. Donc cela peut expliquer pourquoi les enseignes achètent nationalement, mais quand parfois le périmètre géographique du marché à l'achat devrait être européen. Donc ça, c'est un point très important pour nous aussi dans la question de la définition des marchés. Peut-être le dernier point sur la définition géographique des marchés des consommations, qui est un exercice très typique, par exemple, dans les concentrations, de contrôle de la concentration pour, par exemple, évaluer les remèdes et
les mesures correctives. Il faut vendre peut-être un magasin dans un quartier d'une ville, etc. La communication donne quelques exemples de ces marchés qui sont typiques, bien sûr supermarché, mais aussi stations-service, aéroports. Et puis, il y a une description de la façon classique de définir ces marchés-là, de la consommation géographique qui s'articule autour des catchment areas, donc des zones de chalandise et des points focaux. Donc, une question est toujours de savoir s'il faut choisir comme point focal d'une catchment area, d'une zone de chalandise, la position des clients ou du distributeur. Et je crois que la communication convient que la préférence est normalement, quand possible, de dessiner les zones de chalandise autour des clients pendant l'exercice de la définition du marché. Dans le draft que la Commission a publié pour la consultation en 2022, il y avait toute une explication sur une recherche de clients hypothétiques qui n'était pas très clair. Donc la Commission suggérait d'utiliser des points médians entre, par exemple, la position de deux parties de la concentration et de considérer les mouvements des clients hypothétiques. Je crois que cette référence-là n'est pas dans la communication finale. Et franchement, c'est un bon développement parce que c'était vraiment pas très clair et nous croyons que c'est toujours préférable d'utiliser des données réelles des clients, même quand ils sont peut-être moins précises, mais c'est toujours plus pratique. Merci beaucoup Nicolo. Donc la délimitation géographique des marchés, on comprend évidemment que c'est très important dans le secteur de la distribution. Et je crois que Jérôme aura du travail sur le sujet à venir prochainement, avec ces questions de faut-il partir du distributeur pour regarder les consommateurs qui sont dans la zone de chalandise, ou au contraire faut-il partir des consommateurs pour voir quels sont les distributeurs entre lesquels ils peuvent arbitrer. Je te laisse la parole, Jérôme. Merci Gauthier. Juste quelques commentaires, notamment par rapport à la présentation d'Étienne sur l'empreinte réelle, qui m'a rappelé effectivement le match entre empreinte réelle et zone isochrone. Et on a souvent ce sujet. La zone isochrone, définie conformément à la pratique, distance de 15 minutes ou distance de 30 minutes, en fonction du format de magasin, bien évidemment en fonction de la pratique décisionnelle, a l'avantage d'être simple et de pouvoir être appliqué dans toutes les zones concernées par une opération. Moi, je considère que c'est un filtre utile à l'analyse, surtout lorsqu'on a énormément de zones de chalandise. C'est aussi une facilité pour les entreprises d'appliquer ce filtre pour ensuite identifier les concurrents dans la zone et calculer les parts de marché. Et lorsque je regardais ta carte, je me suis posé la question sur ce que donnerait la zone isochrone appliquée à ton empreinte réelle. Et je me suis aperçu qu'en faisant la zone isochrone mentalement, qu'on pouvait inclure des magasins qui n'étaient pas dans l'empreinte réelle. Et ça m'amène à mon deuxième point, c'est que l'empreinte réelle, par définition, donne une image exacte de l'attractivité du point de vente. Et j'ai eu par le passé le débat entre qu'est-ce qu'on retient, est-ce qu'on retient une zone isochrone conformément à la pratique ou est-ce qu'on prend en compte l'empreinte réelle. Moi, j'ai tendance à dire, de façon assez évidente, sous ton contrôle Étienne, que l'empreinte réelle est quand même une meilleure approche du marché géographique pour le point de vente, si je prends l'exemple du point de vente concerné par l'opération, que ta zone isochrone que tu appliques indifféremment des caractéristiques propres de ton magasin. Et je parle sous le contrôle de Nicolo également. En fait, les enseignes et les magasins ne sont pas les mêmes. En termes d'attractivité, en termes, j'ai eu le débat avec un dirigeant d'entreprise lorsque j'étais il y a quelques mois au cabinet de la ministre sur les travaux qui sont réalisés dans les magasins et qui permettent d'attirer les consommateurs. Ça aussi, ce n'est pas appréhendé par une approche
je vais dire, arithmétique pure. Et donc c'est en ce sens où l'empreinte réelle, pour moi, traduit quand même cette approche au cas par cas. Et alors ça prend plus de temps, c'est compliqué. Il faut se poser aussi la question de à partir de quel niveau je place mon empreinte réelle. Est-ce que c'est 80% de mon chiffre d'affaires? Est-ce que c'est 90? Est-ce que c'est 70? Et on en revient après à des questions très économiques sur cette approche. Mais voilà, je voulais juste dire ce sujet parce que c'est effectivement le marché géographique, notamment en ce qui concerne le commerce de détail, est assez importante. Dans ton cas de figure, je pouvais inclure ou pas un concurrent dans ma zone et vraisemblablement modifier ma part de marché. Je pense que sur ce point et compte tenu de l'heure, je peux m'arrêter. Merci beaucoup, Jérôme. Lorraine, quelques mots pour finir? Oui. On n'a pas de nouvelles questions par rapport à celles qu'on a déjà abordées ici à l'oral, donc je vais vous laisser la parole pour conclure. Merci. Donc avant d'essayer de conclure, non pas de rapporter, mais de conclure, je voudrais adresser mes remerciements tout d'abord à la directrice générale pour avoir retenu le thème de la délimitation des marchés pertinents. Vous êtes, je crois, plus de 200 participants en ligne. Ça montre de toute évidence l'intérêt d'un sujet récent et les attentes aussi sur l'application de cette future communication. Avec Étienne, nous voudrions remercier également nos deux participants, si j'ose dire presque au pied levé, l'un dans le cadre de ses nouvelles fonctions et l'autre ayant accepté depuis Bruxelles de venir nous rejoindre ce matin. Je voudrais remercier également Gauthier, le modérateur, et j'ai cru comprendre que dorénavant vous alliez jouer ce rôle très important pour la fluidité de nos échanges et l'interactivité des débats. En guise de conclusion, moi j'ai 3 observations, un regret, un espoir, une suggestion. Alors le regret, on a tous compris que la délimitation des marchés c'était une étape intermédiaire et que ça ne préjugeait en rien de l'analyse concurrentielle qui était faite par la suite. Cela étant, et c'était inscrit dans la communication, je dirais même ça clignote, il est indiqué que la concurrence potentielle n'est pas prise en compte au stade de la délimitation des marchés, que c'est au stade de l'analyse concurrentielle que cette concurrence potentielle, cette pression concurrentielle qui peut s'exercer sur les marchés, va faire l'objet de la vigilance et de l'attention des personnes en charge. Le regret, nous l'avons constaté dans plusieurs affaires, c'est que ça aboutisse en fait ne pas prendre en compte cette concurrence potentielle au stade de la délimitation à une délimitation des marchés que les parties considèrent ne pas correspondre à la réalité. Voilà pour le regret. En ce qui concerne l'espoir, je m'inspirerai du discours de Margaret Verstappen lors donc de la publication de cette communication. Elle nous dit plusieurs choses. La première chose, c'est que la délimitation des marchés, c'est un exercice, j'ajoute, elle ne l'a pas dit, épouvantablement technique, on l'a compris, et donc ardu, intense, et pour autant qui joue un rôle clé dans la suite des procédures, d'ailleurs antitrust ou concentration. Mais l'espoir que j'ai entendu dans ce discours, c'est qu'elle a l'intention, en tout cas au niveau européen, et je n'en doute pas devant les autorités nationales, que ce travail technique soit bien fait, que ça repose sur des preuves, sur des évidences, pour éviter, dit-elle, des erreurs. Et effectivement, dans le passé, nous avons tous en tête, effectivement, des erreurs qui ont été commises. Alors, est-ce que ce sont des erreurs ou ce sont des appréciations et qui sont ensuite corrigées par les juridictions européennes? Ça, c'est l'avenir qui le dira s'agissant de la nouvelle communication. Mais ce qui est intéressant, et c'est ça l'espoir, en lien avec ce que j'évoquais au début sur politique de concurrence, politique industrielle, c'est qu'elle dit que l'objectif, en fait, de ce travail de délimitation de marché, c'est de maintenir un niveau de compétitivité européen élevé
Pourquoi ? Eh bien parce qu'au bout de l'histoire, ça sert les intérêts des consommateurs, on y revient. La suggestion, je la tire en fait des réponses à la consultation de la Commission européenne, il y en a plus d'une centaine, et il y a énormément de choses extrêmement intéressantes qui ont été dites, et pour certaines d'entre elles qui ont été retenues dans la communication. Il y en a une qui a retenu mon attention, parce qu'il est évident que nous allons être attentifs les uns et les autres à la manière dont la nouvelle communication va être mise en œuvre, que ce soit par les autorités ou par les entreprises en anticipation. Et la suggestion que nous appelons de nos vœux à ce stade aujourd'hui, eh bien, c'est cette base de données. Cette base de données, à l'instar de celle qui existe au niveau de la Cour de justice de l'Union européenne sur les fameux grands arrêts. Nous attendons, en tout cas plusieurs, dans le cadre de la consultation, ont émis le vœu que dorénavant, bien sûr, la communication serve de cadre, mais qu'il puisse y avoir cette base de données des grandes décisions, si j'ose dire, en matière de délimitation de marché, un regret, un espoir et une suggestion. Peut-être que nous reviendrons faire un bilan de cette communication, comme la DGCC aime bien le faire, pour observer l'évolution des comportements face à de la soft law sous contrôle des juridictions européennes, bien sûr. Merci beaucoup. Étienne, un dernier mot ? S'il n'y a pas de questions sur LinkedIn, il n'y a pas de questions ? Non, on n'a pas de nouvelles questions. Peut-être juste pour rebondir sur les zones isochrones que mentionnait Jérôme. Le premier élément, l'empreinte réelle, ça peut être relativement lourd à calculer lorsque le nombre de zones de chalandise est très élevé. Le deuxième élément, c'est que l'empreinte réelle ne me paraît pas toujours être meilleure que la zone isochrone pour délimiter un marché. Je ne sais pas si on le voit à l'écran, mais en tout cas, nous, autour de la table ronde, on a l'empreinte réelle que je vais présenter tout à l'heure sous les yeux. Donc, j'ai mon supermarché jaune qui est au milieu de la zone bleue. Et puis, à droite, j'ai un supermarché bleu. Donc, si je regarde l'empreinte réelle, je pourrais me dire le supermarché bleu n'est pas un concurrent du supermarché jaune. Donc, potentiellement, d'ailleurs, une fusion entre les deux pourrait être autorisée. Ce n'est pas des concurrents. Bon. En réalité, je pourrais également me dire, finalement, les consommateurs se sont exactement partagés entre le supermarché jaune et le supermarché bleu. Les plus proches du supermarché jaune sont allés vers le supermarché jaune, les plus proches du supermarché bleu sont allés vers le supermarché bleu. Mais si jamais le supermarché jaune, par exemple s'il fusionne là-bas avec l'hypermarché rouge, qui est également dans la zone, s'il choisissait d'augmenter ses prix, bien potentiellement, je pourrais avoir toute la frange qui se situe à droite du supermarché jaune, qui du coup se dirait, finalement, je vais aller vers le supermarché bleu. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, je trouve pertinent d'aller dans le supermarché jaune qui est plus proche, que si jamais les prix augmentent de 5 à 10%, je n'irai pas vers le supermarché bleu. Et donc, potentiellement, la zone isochrone permettrait, elle, peut-être, d'intégrer ce supermarché bleu qui pourrait, en tout cas dans ce cas-là, refléter la concurrence qu'exerce le supermarché bleu. Et c'est vrai que dans certains sondages que l'on avait pu faire, c'est vrai qu'on posait la question, quelle est la distance maximum que vous seriez prêt à parcourir pour aller acheter vos produits 10% moins chers. Vous voyez ? Et ça correspondait au test SNP que l'on peut faire sur un marché géographique, et ça ne correspond pas nécessairement à ce qui ressort de l'empreinte réelle. Même si après, c'est vrai, l'empreinte réelle peut également permettre de prendre en compte le fait que, entre le supermarché bleu et le supermarché jaune, peut-être que alors ça n'a pas l'air d'être le cas sur la carte, mais si j'ai une autoroute à traverser, par exemple, effectivement, là, mon empreinte réelle aura un réel intérêt. Mais potentiellement, je peux me rendre compte qu'il y a une autoroute qui sépare les deux magasins sans forcément rentrer dans une empreinte réelle. Donc la zone isochrone peut réellement avoir un intérêt, justement, pour prendre en compte qu'est-ce qui se passerait en cas de hausse de 5 à 10%. L'empreinte réelle ne donne que la situation actuelle du marché. La zone isochrone va permettre de voir un petit peu qu'est-ce qui va se passer en cas de hausse de prix de 5 à 10%, potentiellement.
Merci Étienne. On arrive au terme de cette matinale. Nous vous donnons rendez-vous le 25 septembre prochain, donc à l'automne, pour une nouvelle matinale qui portera sur le thème de la démocratie de la consommation durable. Vous en saurez plus bientôt en ligne. Nous vous remercions pour votre participation qui était nombreuse. On est monté jusqu'à 200 participants. Merci surtout aux intervenants pour la qualité de leur intervention. Merci à Nicolo qui s'est levé très tôt ce matin pour pouvoir être là avec nous. Et merci bien entendu à Lorraine pour ses propos très intéressants. À bientôt. Merci.